Alors, ravi de vous retrouver pour l'intervention de nos partenaires sociétés de gestion. Donc, en fait, on va commencer avec Guillaume qui va nous parler d'un fonds obligataire daté qui s'appelle Rendement 2030 pour la société Eiffel. Donc, Guillaume, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Nos partenaires nous sollicitent très régulièrement pour cette typologie de fonds. Est-ce que tu peux nous présenter la manière dont l'équipe de gestion sélectionne les actifs qui vont composer ce fonds daté? Oui, tout à fait. Alors déjà, Eiffel Rendement 2030, effectivement, c'est le second millésime de fonds datés destinés à la clientèle privée lancé par Eiffel Investment Group. Eiffel Investment Group, c'est une société de gestion qui gère 7 milliards d'euros d'actifs, composée de 120 personnes pour accompagner une croissance dynamique, rapide, effectivement des encours sous gestion. Nous sommes basés à Paris, mais également un développement international à New York, à Abu Dhabi notamment. Et Eiffel intervient sur 4 classes d'actifs, le private equity, la dette privée, également les infrastructures de transition énergétique et enfin les marchés de capitaux, donc actions et obligations. Et dans notre activité, 20% des encours aujourd'hui sont des encours liés à la clientèle privée. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'Eiffel propose des produits à la clientèle privée, notamment à travers les FCPI Alto. Et donc a aujourd'hui une gamme de produits destinés à la clientèle privée, parmi lesquels les fonds datés, le premier a été lancé, Eiffel Rendement 2028, en juin 2023. Il s'appuyait déjà sur une expertise existante de fonds datés chez Eiffel, qui étaient, eux, gérés pour des clients institutionnels. Donc on a déployé cette expertise pour la clientèle privée. Pourquoi ? Parce qu'on avait effectivement, et on va le voir sur les premiers slides sur l'environnement de marché, on a eu effectivement cette remontée des taux d'intérêt qui a été assez significative en 2022, de l'ordre de 4 points, de 4%. Et effectivement, ça permettait de relancer ces produits pour la clientèle privée, ces produits obligataires qui retrouvaient beaucoup d'intérêt parce que, pour rappel, un fonds daté, c'est un fonds qui est investi sur des obligations et donc c'est un marché qui est très liquide. L'intérêt, c'était à la fois d'avoir du rendement pour la clientèle privée avec cette remontée des taux, mais quand on a lancé le fonds Eiffel Rendement 2028 et encore aujourd'hui, finalement, on a attendu qu'on ait une sorte de stabilisation des taux directeurs par la Banque Centrale Européenne. Et aujourd'hui, on est même dans un cycle de baisse des taux directeurs, ce qui est favorable à l'investisseur obligataire. Et le troisième élément, justement, c'est d'offrir finalement une alternative à d'autres produits qui étaient particulièrement vendus auprès de la clientèle privée, notamment les SCPI ou les produits structurés. Là, on offre une alternative avec finalement du rendement, mais cette liquidité que permet le marché obligataire. Alors, aujourd'hui, on a toujours effectivement des rendements élevés sur le marché obligataire, donc toujours une opportunité d'investir et de déployer, et de proposer des fonds datés. Et le fonds daté, il intervient comme en diversification du fonds en euros. Il y a d'excellents fonds en euros chez Apicil, il y a auprès de tous les partenaires. Et effectivement, nous, on va proposer ce fonds daté comme une source de diversification aussi liquide, très liquide, mais avec un rendement supérieur en contrepartie, effectivement, d'avoir une valeur liquidative qui évolue quotidiennement. L'intérêt de notre stratégie, et c'est un slide qui peut être un petit peu indigeste, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le high yield aujourd'hui, qui va être l'essentiel, qui va former l'essentiel de notre actif sur Eiffel Rendement 2030, c'est une classe d'actifs obligataires qui a fortement gagné en maturité ces dernières années, qui est passée de 50 milliards d'euros en 2008 à 400 milliards d'euros aujourd'hui. Donc c'est une catégorie d'émetteurs qui sont notés juste en dessous de la catégorie investment grade, dont on parlait tout à l'heure pour les investissements du fonds en euros, et qui finalement sont souvent notés dans cette catégorie parce qu'ils vont financer une croissance externe de manière assez ambitieuse, par exemple. Je prends un exemple assez concret, Fnac Darty est un émetteur high yield, ou alors ce sont des émetteurs qui sont sous LBO, qui ont été rachetés par des fonds de private equity et qui, à travers le marché des obligations high yield, vont financer l'opération de LBO. Là, il y a beaucoup d'exemples que vous connaissez, qui ne sont pas forcément des entreprises qui sont listées sur les marchés actions, justement, mais que vous connaissez quand même, comme Verisure, comme Picard, par exemple. Et on considère que le high yield d'aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur segment pour un fonds daté parce qu'il y a ce rendement aujourd'hui sur le high yield d'environ 6%, qui est nettement supérieur à l'investment grade et qui permet justement d'offrir cette diversification par rapport
au fonds en euros pour avoir effectivement ce supplément de rendement dans le contrat d'assurance vie. Le fonds, pour un peu, sans aller dans les, on va dire dans les détails techniques du fonds, mais le fonds, il est ouvert à la commercialisation jusqu'au 31 décembre 2026. C'est un fonds qui est commercialisé auprès d'Intential à Piscil. Et l'intérêt d'un fonds daté, c'est effectivement d'avoir comment fonctionne un fonds daté. On va construire le portefeuille dans un premier temps avec une analyse fondamentale de tous les émetteurs du gisement obligataire à yield. On va sélectionner ces émetteurs, on va les suivre durant la période de commercialisation, mais également au-delà de la période de commercialisation, où il y aura toujours une activité de l'équipe de gestion en permanence, que ce soit pendant cette période de commercialisation ou au-delà, pour avoir une gestion réactive, un suivi des risques qui permettent effectivement, en cas de difficulté sur un émetteur, d'intervenir sur cette position pour la céder si nécessaire ou la compléter si à l'inverse on considère que l'émetteur a finalement un meilleur potentiel que ce qu'on avait imaginé initialement. Donc durant toute la vie du fonds, on va gérer ce fonds, même si on opère au lancement du fonds une sélection des obligations qu'on souhaite voir dans le portefeuille jusqu'à l'échéance du fonds. Et puis à l'échéance de la stratégie, effectivement, le fonds est soit dissous, soit poursuivi sur une nouvelle stratégie cette fois, mais on a dans les fonds datés un intérêt majeur qui est qu'on a une date d'échéance connue et donc un risque de taux qui diminue au fil du temps. Vous avez ici à droite les exemples de l'intérêt du fonds daté par rapport aux obligations classiques en direct ou les fonds obligataires classiques. D'accord, donc une stratégie plutôt buy and hold. Oui. Est-ce qu'on a une idée du rendement embarqué de ce Oui, fonds ? alors je vais effectivement vous en parler à travers un slide qui synthétise un petit peu les principales caractéristiques du fonds. Là, on est au 10 janvier 2025, 6,6% de rendement brut. Aujourd'hui, on est à 6,5% de rendement brut sur le fonds. Donc, c'est le rendement brut à maturité des obligations en portefeuille, et la moyenne pondérée de ces rendements. Donc, effectivement, c'est très intéressant d'avoir aujourd'hui ce type de rendement sur une classe active qui est très liquide, avec en plus de ça un cadre de gestion qui est très strict, puisqu'on a une date de maturité qui est connue, le 31 décembre 2030. Et d'ici le 31 décembre 2030, un risque de taux, une maturité moyenne qui va diminuer au fil du temps. Et ça, c'est très différent d'un fonds obligataire classique ou un fonds obligataire classique dont on peut dire qu'il est un petit peu plus flexible. Effectivement, il est flexible dans son cadre de gestion, mais ce qui ne permet pas d'avoir une visibilité sur le rendement. Or, un fonds daté, ça va offrir vraiment une visibilité sur le rendement du fonds. Quand on vous parle de 6,6% de rendement ou 6,5% de rendement, c'est effectivement l'objectif qu'on souhaite atteindre d'ici l'échéance du fonds pour chaque année, enfin un objectif par an. L'intérêt de ce type de fonds, c'est qu'on va largement diversifier le fonds. Le fonds, il a été lancé en décembre, donc il est encore jeune. On continue d'investir sur le fonds. Aujourd'hui, enfin au 10 janvier, on avait 56 émetteurs. Aujourd'hui, on en a près de 70. Donc ça continue de croître et à la fin, on atteindra probablement 100 émetteurs. Donc c'est un fonds obligataire qui est très diversifié. Donc notre objectif au quotidien, c'est de proposer ce fonds avec 6,5% de rendement brut, mais en nous éloignant le plus possible du risque de défaut de tous les émetteurs qu'on a en portefeuille. Donc en les analysant, en essayant d'identifier les risques, en essayant d'identifier les évolutions macroéconomiques pour, si nécessaire, éloigner ces risques si besoin. Et encore une fois, comme c'est un marché très liquide, on peut céder les positions très rapidement. Le fonds dont on parle aujourd'hui, Eiffel Rendement 2030, il s'appuie sur le même positionnement qu'Eiffel Rendement 2028. Alors effectivement, Eiffel Rendement 2028 a été un beau succès pour Eiffel, à la fois en termes de collecte, en termes de performance, très clairement, et même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ce qu'on a observé, c'est que ce positionnement sur le marché du yield, sur le segment yield, était vraiment le positionnement le plus adapté aujourd'hui à la clientèle privée en diversification du fonds en euros. Ce qui nous caractérise, ce qui nous distingue des autres fonds datés qui sont proposés à la clientèle privée, il y a 3 caractéristiques majeures. La première, c'est que c'est un fonds qui est investi 100% en euros, 100% en obligations en euros. Alors, cet intérêt-là, il est de se dire que ce qu'on souhaite proposer, c'est un rendement et on veut que le moins d'éléments possible pollue ce rendement. Or, toute obligation détenue en dollars ou dans une autre devise nécessite un coût de couverture, enfin une couverture du risque de change, et donc il y a un coût de couverture supplémentaire qui vient impacter le rendement et ce qui finalement enlève de la transparence à la lecture du rendement. Donc uniquement des obligations en euros.
C'est un fonds également qui n'a pas d'obligation perpétuelle. On en retrouve beaucoup dans les fonds datés. Chez Eiffel, dans ce fonds daté proposé à la clientèle privée, on n'investit pas sur les obligations perpétuelles. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas investi sur le secteur bancaire, ce qui permet aussi de diversifier les risques. Alors, tu parlais des couvertures. Oui. On a une question d'un de nos partenaires qui demande quelles sont les protections si les spreads qui sont à des niveaux plutôt bas, historiquement, s'ils remontaient, donc quelle serait cette protection? Alors, il y a justement, sur un fonds daté, il n'y a pas de... La protection en cas de remontée des spreads, c'est finalement vraiment cette maturité fixe déterminée et ce risque de taux, ce risque de crédit, de sensibilité qui va diminuer au fil du temps. Donc, contrairement à un fonds flexible, ce n'est pas un fonds dans lequel on met en place des couvertures, parce que l'intérêt vraiment, c'est le rendement. Les primes de risque, effectivement, sont aujourd'hui revenues à des niveaux, on va dire, moyens. Donc, on n'est pas sur des niveaux de crise comme on a pu connaître quand on a lancé Eiffel Rendement 2028. Mais c'est plutôt sain et plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs parce qu'on a toujours des rendements élevés et des niveaux de primes de risque qui sont finalement pas non plus au niveau les plus bas qu'on ait connus. Or, l'intérêt aujourd'hui, c'est comme on a ce cycle d'assouplissement monétaire, d'assouplissement de la politique monétaire de la Banque centrale qui a commencé, on a quand même aujourd'hui une Banque centrale qui va évoluer de manière favorable pour l'obligataire. Et en cas d'écartement des primes de risque, effectivement, ou en cas de baisse des marchés, on sait qu'il y aura une intervention de la Banque centrale qui ne va pas être liée forcément à ce mouvement-là, mais qui va, tout écartement des primes de risque ou toute baisse des marchés actions sera lié à des déceptions macroéconomiques, par exemple, et là, la Banque centrale interviendra. Donc, de là à dire que les taux vont baisser significativement, pas forcément, mais en revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les primes de risque aujourd'hui ont baissé. Pourquoi ? Parce que ce cycle d'assouplissement monétaire, de baisse des taux, est favorable à l'émetteur pour ses fondamentaux finalement. Il va s'endetter à moindre coût et donc en termes de marge, en termes de cash flow, c'est intéressant pour l'émetteur. Donc c'est aussi pour ça qu'on a des primes de risque aujourd'hui qui ont diminué. Mais le fonds daté, il faut plutôt le voir comme un fonds pour son rendement et non pas pour la prime de risque. Si vous voulez arbitrer les primes de risque dans votre allocation, si vous voulez vous dire finalement je préfère vendre l'obligataire quand les primes de risque sont basses, dans ce cas-là, il faut faire des fonds qui ne sont pas datés. Il faut faire des fonds obligataires classiques. La seule chose, c'est que finalement, ça nécessite beaucoup de market timing sur cette allocation obligataire. Or, généralement, un conseiller en gestion de patrimoine, il a quand même beaucoup plus d'intérêt pour son client de travailler plutôt l'allocation action et même surtout tous les sujets patrimoniaux, fiscaux, etc. Donc l'intérêt de travailler les points d'entrée sur l'obligataire pour un gérant privé est bien moindre que sur l'allocation action. C'est pour ça qu'on considère que le fonds daté, est le produit obligataire le plus adapté à la clientèle privée. Oui, et on voit vraiment tout l'intérêt de la diversification au sein d'un contrat d'assurance vie pour la partie UC, pour pouvoir aller chercher les bonus notamment offerts par les assureurs, et puis pour représenter la part un peu sécuritaire au sein d'un compte titre, notamment dans le cadre d'une gestion de trésor. Oui, tout à fait. En fait, ça reste de l'obligataire. Donc, l'obligataire, c'est un contrat. C'est une obligation, elle est émise à 100, elle est remboursée à 100. Entre-temps, on touche des coupons. Effectivement, il y a une variation du prix de l'obligation compte tenu de l'évolution des taux directeurs, de la macro, des primes de risque, etc., des fondamentaux de l'émetteur. Mais à la fin, ça reste un contrat. Donc, notre seul risque sur ce type de fonds, c'est le risque de défaut d'un émetteur. Or, pour ça, on l'adresse en allant diversifier largement nos investissements avec une centaine d'émetteurs, en allant analyser de manière très fine tous les émetteurs, et si jamais on a un risque de défaut qui se matérialiserait sur un émetteur, en tout cas une dégradation du crédit de l'émetteur, on n'hésiterait pas à céder la position pour la remplacer par une autre position. C'est un marché qui est très liquide, donc effectivement pour nous, c'est extrêmement confortable d'avoir cette liquidité pour gérer le fonds. Et on le voit ici sur ce slide, la taille moyenne des souches sélectionnées, donc d'une obligation, c'est 567 millions d'euros, donc c'est des tailles qui sont très conséquentes. On peut très facilement traiter ces positions. L'autre caractéristique du fonds, au-delà du fait qu'il n'a pas d'obligation d'émetteurs bancaires. Alors, les banques vont très bien aujourd'hui, elles sont très bien capitalisées, simplement il y a plus suffisamment de rendement sur de nombreuses banques et on préfère aujourd'hui être sur des émetteurs non financiers plutôt que sur des banques de second rang, des banques grecques, des banques islandaises, des banques
régionale italienne ou espagnole, qui présentent des rendements très proches finalement d'une banque comme BNP, même si elles en ont un petit peu plus. On préfère être, nous, sur des émetteurs non financiers parce qu'on considère que l'appréciation du risque de défaut, et en tout cas, on a plus de temps pour apprécier le risque de défaut. On a bien vu avec les banques régionales américaines qui, en 2 mois, 3 sont partis au tapis. Effectivement, dès qu'une banque perd la confiance du marché, elle n'est plus en mesure de se financer. Nous, on va plutôt se concentrer sur les émetteurs non financiers dans ce fonds FL Rendement 2030. Et ce sont des émetteurs qui sont à yield, justement parce que soit ils financent une croissance externe de manière très ambitieuse, soit parce qu'ils sont sous LBO. Et on a quelques exemples d'émetteurs dans le fonds. Ce sont notre caractéristique, c'est qu'on va aller sélectionner des émetteurs majeurs du marché, des émetteurs leaders dans leur secteur, qui ont une capacité de désendettement crédible et qui génèrent des cash flows pour se désendetter durant la vie de l'obligation. Il y a quelques exemples, je prends l'exemple de VodafoneZiggo. C'est une des caractéristiques de fonds, c'est vrai que c'est un fonds à yield, mais on va avoir une forte exposition à des secteurs un peu plus défensifs, comme les télécommunications, ou la santé. Je prends l'exemple ici de Synlab ou de Sunrise Medical. Synlab, c'est un acteur des laboratoires d'analyse médicale. Et puis Sunrise, c'est le numéro 2 mondial de la fabrication, conception de matériel, notamment de fauteuils roulants, de matériel médical. Donc on va avoir un focus sur certains secteurs défensifs. Et puis on va être opportuniste aussi sur certains secteurs plus cycliques comme l'automobile. Quand il y a des écartements des spreads sur l'automobile, tout à l'heure on parlait de primes de risque, typiquement il y a un secteur comme l'automobile où les primes de risque sont fortement écartées, donc on commence à regarder un petit peu plus attentivement ce secteur, puisque toutes ces mesures autour des tarifs douaniers, etc., une fois qu'elles sont absorbées par le marché, et digérées par le marché, ça permettra d'avoir des opportunités justement sur ce secteur. Donc voilà, c'est un fonds qui, effectivement, aujourd'hui, continue de se diversifier, de se déployer largement. D'accord. Et votre sélection, elle se fait géographiquement sans limite ? Voilà, exactement. On n'a pas de limite géographique. Quand on disait qu'on fait que des obligations en euros, ça ne nous empêche pas de faire des obligations d'émetteurs américains qui sont dénominés en euros. Donc on va tâcher effectivement d'être très diversifié géographiquement. Et à ce titre-là, par exemple, la France n'est clairement pas le premier pays détenu par le fonds. D'autres pays sont plus représentés que la France dans le fonds parce qu'il y a aussi une gestion du risque politique, une gestion, il y a une approche d'abord top-down, macroéconomique, pour constituer le fonds, avant même la sélection des titres. Et donc, dans ce cadre-là, aujourd'hui, les premiers pays, c'est plutôt les Pays-Bas, l'Italie. Le Royaume-Uni, d'ailleurs, est assez proche aussi de la France. On essaie aussi de renforcer les émetteurs américains. Donc voilà, il y a une large diversification en termes de secteurs, en termes de pays, et puis en nombre d'émetteurs pour justement permettre de gérer ce risque de crédit et de nous éloigner le plus possible du risque de défaut. Voilà. Merci. Tu évoquais donc le fait qu'on achète à 100 et à échéance, c'est remboursé 100. Oui. Et entre les deux, il y a des coupons qui sont versés. Donc ces coupons sont bien distribués à l'investisseur ? Alors, dans ce cadre-là, ils sont distribués à nous. Nous, en fait, en revanche, ce n'est pas un fonds avec des parts à distribution. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément une demande très forte pour les parts à distribution. Si jamais une demande se présentait, effectivement, ça pourrait être créé. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, nous, quand on achète l'obligation, c'est effectivement une obligation généralement été mise à 100 et remboursée à 100. Après, on peut intervenir sur le marché secondaire, évidemment. Sur le fonds, en revanche, quand un client privé investit sur le fonds, il investit à une certaine VL qui correspond à un rendement. Et il va être remboursé à une valeur liquidative nettement plus élevée si le fonds a bien réalisé ses 6,5% de rendement par an. Les coupons, en revanche, eux, ils sont reçus par le fonds, réinvestis. L'intérêt, c'est de capitaliser ces coupons. Justement, ça permet d'effectivement d'améliorer la performance. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est comme le fonds est très liquide, vous pouvez investir à tout moment durant la période de commercialisation et sans frais d'entrée, et vous pouvez également racheter à tout moment, même durant la période de commercialisation et sans frais de sortie. Donc, le fait est qu'il n'y a pas de distribution, mais en revanche, s'il y a des besoins, si on attend des besoins ou des retours de ce type d'investissement, on peut très facilement racheter une partie de son investissement en guise de distribution, entre guillemets. Voilà, donc c'est très liquide et très facile d'intervenir, et c'est un règlement en J+2 sur ce type de fonds. Voilà. Donc on retrouve le fonds, FL Rendement 2030. FL Rendement 2030 sur la plateforme Intential, auprès des assureurs et des dépositaires avec lesquels on travaille. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Et du coup, voilà, le fonds est en période de lancement et nous allons poursuivre effectivement le déploiement de cette stratégie. Un des autres d'intérêt du fonds, hein, d'un fonds daté aujourd'hui de maturité 2030, c'est que les caractéristiques techniques, c'est que sur ce marché sur lequel on investit, les obligations à yield, les nouvelles émissions, qui font l'objet souvent d'une prime de risque, qui peut être très attractive, sont minimum des obligations à 5 ans. Donc aujourd'hui, quand on investit dans un fonds daté et qu'on veut capter ces opportunités sur le marché primaire, il faut plutôt aller investir sur des fonds datés de maturité 2030 aujourd'hui, parce que le marché, le primaire à yield aujourd'hui, ce sont exclusivement des obligations de maturité minimum 5 ans, donc 2030, voire au-delà. Donc c'est une source de performance supplémentaire pour nous d'intervenir, d'être capable d'avoir un accès au marché relativement large, de travailler avec toutes les principales banques d'investissement sur le marché du high yield pour avoir cet accès au primaire et pour pouvoir justement saisir ces opportunités. Il y a en ce moment un marché primaire qui redémarre, donc il y a des nouvelles émissions qui sont intéressantes et qui nous permettent de déployer le fonds et d'atteindre ces 100 émetteurs à travers des nouveaux émetteurs sur le marché. Voilà, donc le fonds, il va être constitué principalement d'émetteurs on va dire de large cap, entre guillemets, hein, d'émetteurs majeurs du marché obligataire, de leaders dans leur secteur. Mais au-delà de ça, on va également aller chercher parfois des opportunités sur des émetteurs plus confidentiels qui vont permettre d'avoir un peu plus de rendement aussi. Et donc ce rendement de 6,5%, aujourd'hui, il est constitué principalement d'émetteurs leaders dans leur secteur et ensuite d'une sélection d'émetteurs plus confidentiels, on va dire, mais qui reste quand même très important en termes d'émissions, hein, c'est des gros LBO, sélectionnés par notre équipe d'analyse crédit. Et l'intérêt d'investir aujourd'hui sur FL Rendement 2030, c'est qu'on ne s'appuie pas uniquement sur un gérant, comme ça peut être le cas sur plusieurs fonds datés, mais c'est vraiment une équipe qui est composée de 4 gérants analystes et qui va vraiment travailler tous les émetteurs et permettre une vraie réactivité dans la gestion. Voilà, donc on a vraiment une équipe très expérimentée aujourd'hui et qui connaît très bien ce marché et qui est capable effectivement de couvrir tous les émetteurs du high yield européen. Donc ça permet de déployer ce fonds effectivement aujourd'hui et de saisir toutes les opportunités. Et c'est un fonds qui, du coup, aujourd'hui, se comporte déjà très bien depuis son lancement et continue de profiter finalement de ses rendements élevés sur le marché obligataire. Voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va continuer avec notre second intervenant, Géraldine Daltixia. Si vous avez des demandes sur le fonds Eiffel, donc de toute façon, nous vous adresserons la présentation de Guillaume. Votre interlocuteur dédié est bien évidemment à votre disposition pour aller collecter pour vous toutes les infos dont vous avez besoin et vous mettre en relation avec les équipes d'Eiffel. Et vous retrouvez bien évidemment sur la plateforme l'ensemble des prospectus, DIC, etc., pour avoir toutes les infos dont vous avez besoin. Merci Guillaume. Merci beaucoup. À tout de suite.